Charles Piquet, vous avez un désaccord par rapport à l'analyse de Jacques Attali, ou une divergence de vue, ou un questionnement par rapport au tableau qu'il dépeint avec le micro? Non, il s'agirait plutôt d'hiérarchiser nos ambitions et hiérarchiser l'importance des enjeux. Parce que, évidemment, vous avez fait un exposé très large, vous avez évoqué le spectre de tous les défis de la ville. Comme je l'ai dit tantôt, il y en a un premier, on n'arrête pas de se le dire d'ailleurs, comme notamment responsable politique ici à Bruxelles. Le premier enjeu, c'est certainement l'enjeu de la cohésion sociale, de cette volonté que nous devons avoir d'éviter les processus d'exclusion sociale dans la ville extérieure. Parce que sinon, c'est... La poudrière sociale. Voilà, exactement. Je dis souvent, en fait, les villes sont un lieu où il faut à la fois innover, créer, au bénéfice de l'économie. C'est aussi un lieu où il faut partager, et ça c'est tout le principe de la péréquation de la justice sociale, des politiques de discrimination positive appliquées au territoire urbain, etc. Et c'est aussi évidemment un lieu où il faut dialoguer, c'est-à-dire pour assurer le processus participatif qui fonde la démocratie. Donc partager, ça assure en principe la paix sociale, dialoguer, ce qui assure le processus démocratique, et innover, créer pour évidemment là, je dirais, féconder justement de nouveaux gisements d'emplois et de nouvelles niches technologiques et des nouvelles niches de valeur ajoutée économique. Ça, c'est essentiel. Mais ce qui me paraît être la condition première, je reviens là-dessus, c'est éviter la marginalisation, la relégation de certaines populations qui en viendront évidemment à se révolter, comme vous le dites. Et ce qui m'inquiète le plus dans la ville, c'est quoi? C'est que le contraire du vivre ensemble, c'est l'entre-soi. Allez, quand on voit aux États-Unis qu'on est maintenant à 12% de la population qui vit dans des espaces, les gated communities, dans des espaces qui sont privatisés, 12%, et ça croît. En France, le premier exemple qui m'avait frappé dans l'histoire de ce repli, je dirais à la fois identitaire, social, parfois ethnique, c'était à Toulouse. Quand j'étais ministre de l'économie, on avait été à Toulouse, on avait été visiter Airbus, etc. Et j'avais constaté qu'il y avait énormément d'enclos privatisés. Pourquoi? Parce que les ingénieurs et techniciens venant de pays différents avaient voulu, c'est l'urbanisme affinitaire, ça, avaient voulu vivre dans des enclos qui étaient finalement bon sécurisés, etc. Quand on va à Moscou, on sort de Moscou. Vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, vous avez un très très long mur, ça m'avait frappé. Et à un moment donné, il y a quelques années, je me dis qu'est-ce que c'est que ce mur? Eh bien, c'est en fait le mur, c'est-à-dire le rempart d'une ville, parce qu'il y a là tous les services de base qui sont rassemblés et qui sont des services offerts à une population de nouvelle bourgeoisie, je dirais, qui est la bourgeoisie émergente. Je me dis, c'est terrible. Et donc, l'ennemi de la ville, c'est l'entre-soi. Parce qu'alors, il n'y a plus de mixité. Il n'y a plus de mixité culturelle, plus de mixité sociale, etc. Donc, je crois que la première ambition, c'est d'éviter le désordre social qui naîtrait inévitablement de la relégation sociale de certaines populations. Charles Piquet, Jacques Attali parle aussi du besoin de disposer, pour prendre le pouvoir sur le monde marchand, et donc je le cite, pour devenir le cœur, une ville se doit de disposer d'un très puissant arrière-pays agricole et industriel. C'est quoi? C'est l'horizon de la Belgique? C'est l'horizon de l'Europe? C'est en effet une ville qui n'a pas cet arrière-pays, ne peut pas prétendre être puissante, mais en Europe, nous avons ça. Nous avons ces arrière-pays, si vous voulez. La raison pour laquelle Marseille n'est pas devenue une grande ville dominante, ou pour laquelle Séville ou Cadix, qui aurait pu être le grand port dominant, ne sont pas devenus dominants, c'est qu'ils n'avaient pas cet arrière-pays. Marseille n'était pas relié à Lyon ni à Paris, et ils ont perdu cette puissance. Pour la région où nous sommes aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Les axes existent, la liaison avec le reste de l'Europe est évidemment acquise. C'est même une des raisons pour laquelle je pense que l'Europe a ce potentiel. Elle a une totalité. Alors évidemment, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire le Président, c'est qu'en réalité, on a ici un vrai risque, c'est le risque de bunkérisation qui fait que chacun... au lieu que la ville soit un hôtel, elle soit une juxtaposition d'hôtels de classes différentes.
Et concurrentiels entre eux. Et en tout cas rivaux. Vous savez, il n'y a pas de mixité sociale sans un acte régulateur fort voulu par une autorité politique qui dessine un projet transparent avec des intentions nettes qui visent notamment la mixité sociale. Donc il faut à la fois un projet, et donc une ambition, et des moyens. Maintenant, ceci étant dit, les moyens ne sont peut-être pas aussi importants que l'on pourrait l'imaginer, les moyens nécessaires. Je vois par exemple dans une ville comme Bruxelles que dans certains quartiers où ont été posés des actes de rénovation, de réhabilitation d'image des quartiers, viennent habiter ceux qui, il y a quelques années, étaient pratiquement s'autoconsignés, je dirais, dans la zone qui est la zone sud de Bruxelles, la zone sud-est de Bruxelles. Donc on le voit dans les statistiques. Où sont les fonctionnaires européens? C'est un échantillon. Ils se sont dispersés par rapport il y a 10-15 ans. Où sont-ils allés? Là, évidemment, où il y avait l'image de la réussite urbaine. Hein? Donc, ça veut dire que nous avons la faculté de mixer dans ce sens. Alors, reste évidemment la mixité dans l'autre sens, évidemment. Et la mixité dans l'autre sens relève évidemment d'abord d'un fait politique qu'il faut affirmer, c'est d'aller évidemment créer notamment un parc public, je ne sais pas dire un parc social, mais un parc public de logement, comme nous tentons de le faire avec quelques difficultés. Là, nous devons être plus directifs encore. Sans mettre en péril la qualité résidentielle, l'image que les résidents ont de leur quartier, il faut néanmoins apporter aussi la mixité sociale dans l'autre sens. Et ce que nous connaissons pour le moment, ce n'est pas la gentrification de certains quartiers, parce que ça, excusez-moi, c'est des bêtises quand on dit ça, parce que ce n'est pas à une échelle suffisante pour parler de gentrification. Mais il y a ce phénomène quand même d'arrivée dans certains quartiers de classe supérieure, et en même temps, il faut se montrer plus généreux peut-être pour accueillir dans certains quartiers des populations plus défavorisées. Mais je conclue sur une chose. Votre raisonnement, qui vise à promouvoir la mixité sociale, si j'ai bien compris, exige une certaine échelle géostratégique qui pose problème à Bruxelles. Parce que quand vous prenez Bruxelles et son hinterland, là, vous reconstituez une ville qui est complète et qui est achevée en termes territoriaux. Le problème ici, c'est que la région bruxelloise est limitée aux 19 communes et que l'effet de dilatation sociale qui pourrait se faire dans la périphérie se fait difficilement. D'une part parce que le Brabant wallon est difficilement accessible au niveau, bien sûr, foncier, et dans le Brabant flamand parce que nous sommes évidemment dans une autre région et qu'il est difficile de coordonner des efforts dans cette région, avec cette région. Et c'est pour ça qu'il est indispensable pour moi de poser la question des échelles géographiques de gouvernance des villes. Partout c'est comme ça. Les limites administratives, institutionnelles, politiques sont balayées par les effets de dilatation, de périurbanisation et d'étalement urbain. Et ça c'est évidemment très difficile parce que ça ne permet pas de concevoir un projet à une échelle plus large qui correspond aux réalités de la ville. C'est ce que nous disons souvent à Bruxelles, mais c'est notre débat belgo-belge. Jacques Attali, une brève réponse et puis j'ai deux questions qui vous sont adressées. Juste pour compléter, parce que ce qui a été dit était passionnant, je dirais qu'il faut aussi penser ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le caractère provisoire des habitants de la ville. Les gens viennent dans les villes de plus en plus, pas pour y passer leur vie. Et Bruxelles, évidemment, est un cas particulier dans ce sens. Et donc, il faut créer les conditions pour que l'accès soit très rapidement facile, pour qu'on puisse avoir des logements provisoires. Provisoire, ça veut dire 5 ans, 10 ans, et beaucoup plus facile. Donc, toute la structuration de la ville autour de la facilité d'acheter, de vendre, de louer est essentielle. Deuxièmement, il est très important, si on veut réussir la mixité sociale, de faire en sorte que les équipements culturels symboliques de la bourgeoisie ne soient pas tous au même endroit. Si on veut, et c'est dans les villes qui réussissent sont celles qui sont capables de mettre l'opéra dans les quartiers anciennement difficiles, de mettre le théâtre national ou le théâtre de la ville dans un autre quartier difficile. Pas un théâtre de banlieue réservé à la banlieue, les grands équipements symboliques de la puissance de la ville, de façon à créer les conditions de l'habitat à proximité symbolisé par les établissements de puissance. Et ça, ce sont des éléments essentiels, parce que c'est clair, la mixité sociale va être encore plus rendue difficile par l'écologie, qui va créer... on le voit, l'exemple de Rotterdam est passionnant. Rotterdam est en train d'organiser une ségrégation sociale
peut-être volontaire, mais liée à une ambition. La ville très intéressante qui a réussi le mélange entre la mixité sociale et mixité écologique, c'est Stockholm, que je vous invite vraiment à regarder, parce qu'elle a vraiment pensé ça. Et ce que vous avez dit est essentiel, c'est qu'il faut un projet à long terme affiché en tant que tel, affiché, décliné, pour avoir cette double durabilité, le double projet de durabilité sociale et écologique. Ben oui, vous avez raison. Maintenant, je dirais que je parle sous le contrôle de M. Piquet, mais une ville, c'est quand même un des derniers endroits au monde où, entre le pouvoir et l'action, la distance est courte. Un ministre d'une grande nation, un commissaire européen, je pense que la ville peut être en effet le lieu à la fois d'une démocratie permanente, mais qui ne doit pas être un rodéo permanent du politique, qui doit s'inscrire dans un projet et qui doit, je crois, construire la démocratie de demain. La difficulté, c'est justement le manque de leadership. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure cette évolution et ce manque. Mais je pense que de plus en plus, les hommes et les femmes attirés par la vie publique vont chercher plus les fonctions de maire de grande ville que de ministre de pays. Parce que c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus concret, et on laisse beaucoup plus une trace que dans une activité. Donc je ne suis pas inquiet sur la qualité des dirigeants des grandes villes du monde. L'axe géographique fait que Bruxelles est bien placé sur cet axe. Et en plus, comme il a la fonction européenne, il a évidemment cette fonction, cette position naturelle. Je pense que ce qui va se jouer, si j'étais bruxellois, je réfléchirais considérablement sur mes relations avec les ports. Je pense que les trains, les routes, les voies navigables, les processus d'intégration culturelle et économique avec les ports, et vous avez Anvers et Rotterdam, votre intégration économique avec les ports est absolument déterminante pour l'avenir de la ville. Merci. Voilà, Jacques Attali, je pense que vous devez y aller. Merci beaucoup, je pense qu'on peut l'applaudir.